L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Richard Darmon, bonjour, Boker Tov. Alors, merci d'être avec nous ce matin dans notre studio de Studio Qualita. Pour une occasion qui n'est pas particulièrement réjouissante, mais qu'il faut marquer, puisqu'il s'agit de la fin de la diffusion, de la publication de l'édition en français du Jérusalem Post. Le Jérusalem Post qui a publié sa dernière édition la semaine dernière et qui a fermé ses portes. Et bien entendu, on ne peut que le regretter, bien entendu, en particulier dans la communauté francophone, parce que le Jérusalem Post faisait partie, on va dire, du paysage médiatique depuis de nombreuses années. Alors nous attendons l'arrivée de Johanna Afriad, qui est la dernière rédactrice en chef du journal, mais vous avez été le premier, on va dire le fondateur du Jérusalem Post en français et le premier rédacteur en chef. Alors racontez-nous comment cette aventure a débuté. Bien, elle a débuté laborieusement parce que nous avons dû négocier près de 4 ans. En fait, la première édition est parue en septembre 1990, ça fait 28 ans, enfin un peu moins de 28 ans. Oui. Et nous avons dû négocier pendant plus de 3 ans et demi exactement, avec les 2 directions successives de Jérusalem Post pour essayer d'arracher ce projet. Vous savez que le Jérusalem Post, en 87-88, quand nous avons commencé cette négociation, appartenait, en fait, il était un journal très marqué qui appartenait financièrement au groupe de la Histadrout et de la Banque Hapoalim. Oui. Et après, il y a eu un changement de direction. Il a été racheté par un groupe Hollinger, un groupe canadien. Et on a donc recommencé à zéro. On a mené une négociation de 3 ans et demi. Quand vous dites on, c'est... Eh bien, écoutez, on était, en fait, il y avait au départ 3 personnes. Il y avait Marc Agi qui avait eu cette idée. En fait, il faut le reconnaître. C'est lui c'était le directeur du centre français de l'époque, centre culturel français. Et il avait, lui, fait les premiers pas. Et il m'avait ensuite contacté en tant que journaliste, et il y avait aussi le président de l'UNIFAN, l'Union des Israéliens originaires de France et d'Afrique du Nord, qui était à l'époque Léon Rosenbaum. Nous étions les 3 pionniers de cette idée. Ensuite, Marc Agi était muté ailleurs, et Léon Rosenbaum et moi-même avons continué pendant plus de 3 ans cette négociation. Alors, il faut rappeler, parce que ça semble un peu incroyable aussi, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas de médias, enfin écrits, papier, pour la communauté francophone. Non, il y avait évidemment le petit hebdo n'existait pas, il n'y avait rien de spécial, si ce n'est qu'avant, un journal avait duré un certain temps, Réalité d'Israël, qui était tenu par Michel Cerf à Tel Aviv, qui avait fait quand même son chemin, il avait tenu plusieurs années. Mais pas en tant qu'hebdomadaire. Il avait une publication qui c'était pas un hebdomadaire, c'était bimensuel, mensuel, selon les époques. Et voilà, en fait, cette idée de créer un journal de référence en français est venue après une autre expérience encore antérieure, puisqu'on retrace toute l'histoire. Ici, avant Réalité d'Israël de Michel Cerf, il y avait eu Israël, le magazine d'Israël, un journal au début des années 70 qui avait aussi qui avait coûté beaucoup avec de très bons journalistes, et qui s'était lui aussi arrêté faute de budget. Et donc, voilà. Là, l'idée était différente. Alors là, l'idée était différente, et finalement, ça s'est concrétisé. Quelle était la relation entre le Jérusalem Post dans la direction du Jérusalem Post et vous qui étiez le responsable du Jérusalem Post en français? Est-ce que on a considéré cela avec beaucoup de sérieux? Est-ce que finalement on vous a donné les moyens de faire de l'information correctement? Écoutez, au niveau du contenu rédactionnel, l'idée était une idée de synergie, puisque comme le Jérusalem Post, édition anglaise, est un quotidien, il y avait une matière énorme pour puiser, si vous voulez, un certain nombre de textes. Le compromis auquel on est arrivé, c'est qu'il y aurait eu 2 tiers de traduction des articles les plus analytiques de la semaine dans le Jérusalem Post quotidien, qu'on a traduit en anglais, de l'anglais vers le français. Donc on avait un pôle de traducteurs assez actif. Et puis il y avait l'idée qu'il fallait quand même donner un cachet francophone, et que, donc on aurait un tiers
tiers de textes de création. Alors ce rapport-là, 1 tiers, 2 tiers, il a un peu changé au gré des événements. Il y a eu, après quelques années, plus de latence qui nous a été donnée pour créer nos propres textes, que ce soit les parachates à voix en français, qu'on n'allait évidemment pas traduire de l'anglais, ou des éditoriaux que j'écrivais moi-même, ou que des tribunes qui étaient écrites par des personnalités francophones. On a un petit peu fait le bras de fer, parce que le Jerusalem Post ne connaissait pas l'univers francophone. C'était un peu « je t'aime moi non plus », on va dire. Voilà, c'est exactement. C'était depuis le début, c'était ça. Il y avait d'ailleurs, si les négociations ont duré si longtemps, c'est qu'il y avait une espèce de je t'aime, parce qu'ils voulaient faire quelque chose en français, et moi non plus, parce qu'ils se méfiaient, ils ne connaissaient pas ni la francophonie, ni la communauté francophone française ou celle d'Israël. Et donc ça, c'est au niveau, si vous voulez, du contenu. Maintenant, sur le plan marketing, puisque votre question, elle pose aussi le sujet des moyens qui ont été mis à notre disposition. En fait, je me souviens très bien, j'étais complètement scandalisé parce que, ils ont commencé ça en petit. D'ailleurs, la manière dont on nous appelait dans la rédaction du Jerusalem Post, où on était dans un coin de leur grand espace rédactionnel, ils nous appelaient The Frenchies. The Frenchies, les petits Français. C'était l'appellation qui avait été donnée par Roosevelt et Churchill aux résistants français, les petits Français. Donc on avait ce marqueur négatif là d'être un sous-produit culturel. D'ailleurs, il faut comprendre que créer un journal qui est un journal un peu de traduction dans Israël, dont la langue officielle est l'hébreu, à partir d'un journal en anglais, c'est un peu compliqué comme projet. Donc on était un peu marqué comme ça. Alors l'accueil du journal dans la communauté, comment on a pu l'évaluer ? Écoutez, l'accueil a été bon, bien que justement, moi je vous dis, j'étais un peu désabusé parce que au moment même où on lançait le Jerusalem Post, et c'était déjà la crise du Golfe qui avait commencé l'été 90 avec l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, on était en pleine préparatif de ce qu'allait être en janvier de 1991, fin janvier, la première guerre du Golfe. Il y avait donc une tension internationale, on était porté un peu par les événements, et voilà qu'au même moment se lance, je crois que ça s'appelait les nouvelles de Moscou, c'était un titre analogue, se lance à grand renfort de budget et de grande publicité dans Paris, dans le métro de Paris. Je me souviens des placards énormes pour annoncer le lancement de ce journal en français, qui était un hebdomadaire aussi, et qui allait parler de la perestroïka et de Gorbatchev, etc., puisqu'on était en pleine chute, en pleine préparation de la chute de l'Empire soviétique. Et j'ai été complètement pris par le vertige, parce que d'un côté, nous lancions un projet important. C'était la première fois qu'un titre de référence comme le Jerusalem Post allait pouvoir ouvrir une édition française, et c'était au cœur des réflexions du moment, le problème du Moyen-Orient, les problèmes du Moyen-Orient. Et voilà qu'on avait un budget ridicule, on a fait quelques interventions sur les radios juives et tout ça, et je comparais cette petite présence à la grande campagne des nouvelles de Moscou, ça s'appelait les nouvelles de Moscou, et j'étais stupéfait parce qu'il y avait un déséquilibre incroyable. 2 journaux étrangers, 2 hebdomadaires. Bon, c'était pas exactement le même public. C'était Goliath et David et Goliath. Oui, alors, mais dans l'ensemble, le Jerusalem Post a été accueilli favorablement dans la communauté francophone. Oui, il était accueilli parce que c'était la première fois qu'un journal de référence fabriqué entièrement en Israël, avec une rédaction francophone et certaines signatures, arrivait à l'époque. C'est plus comme maintenant. Vous voyez, on fait aujourd'hui un journal le mardi, on le boucle le mardi à Jérusalem. Il est le soir même sur l'imprimerie, parce qu'on l'envoie en PDF et par internet et email, on l'envoie là où il faut. À l'époque, on mettait le journal dans l'avion, dans le cargo d'El Al, qui devait être dédouané. Ça mettait 48 heures avant d'arriver. Il y avait un problème de diffusion, mais malgré tous ces obstacles qu'on a dû surmonter, le journal a eu beaucoup d'écho. À la hauteur de sa distribution. On imprimait à l'époque 5-6 000 exemplaires, dont les 3/4 allaient en France. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du contenu, il faut dire qu'on était dans une période qui précédait les accords d'Oslo. C'était une période extrêmement tendue. Période tendue avec la guerre du Golfe. Et le Jerusalem Post apportait une information, comme on dit en hébreu, mécorite, faite à la source en tant qu'information israélienne. Et elle contrastait, elle dénotait par rapport aux informations en France, dans la communauté. Alors, bien entendu, on ne peut pas ne pas vous poser la question. On ne connaît pas, je ne sais pas si vous êtes au fait de l'actualité et de ce qui a provoqué la fin du Jerusalem Post. On le saura, j'espère,
si Johanna Afriat arrive à temps dans notre studio, mais on ne la voit pas encore arriver. Mais c'est-à-dire, est-ce que un tel journal peut être rentable? Est-ce qu'il peut, avec la publicité, suffire pour vivre? D'autant plus qu'aujourd'hui, dans le paysage médiatique, il y a d'autres journaux, il y a le Petit Hebdo, il y a Aguesher, il y a d'autres médias, et puis il y a aujourd'hui tous les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui était viable, un journal comme le Jerusalem Post au niveau économique? Il a cessé de perdre de l'argent au bout de quelques années parce qu'il ne coûtait pas très très cher. Il y avait une rédaction de 4-5 personnes, dont les traducteurs, et on traduisait, donc on ne payait pas forcément les journalistes. Au plan, si vous voulez, marketing, il était plus ou moins équilibré au départ, mais comme justement la direction de Jerusalem Post n'a pas compris le potentiel, comme je l'ai écrit d'ailleurs dans le dernier numéro, on a appelé plusieurs personnes qui ont participé à ce projet à signer quelques textes. J'ai signalé que justement ce journal avait une grande potentialité qui n'avait pas été utilisée, parce qu'avec un titre pareil, si la direction avait compris son potentiel et elle avait investi un minimum dans le marketing, c'est-à-dire faire des emails, s'adresser à un public qui n'était pas un public seulement juif, mais un public non juif qui aurait pu l'accueillir et qui s'intéressait évidemment à ce problème qui est central, parce que la direction anglo-saxonne croyait que c'était un petit peu un problème exotique, les problèmes du Moyen-Orient, alors qu'on sait très bien la prééminence et l'intérêt que porte la classe politique française et européenne aux problèmes du Moyen-Orient. On aurait pu marquer des points en tant que journal de référence en français, et ça n'a pas jamais pu être atteint parce qu'il n'y avait pas le minimum de budget marketing, et il a fallu attendre quelques années pour faire certains mailings, et d'ailleurs on a mieux réussi à l'extérieur de la communauté qu'à l'intérieur de la communauté, et donc ça a été chaotique, et c'est d'ailleurs pourquoi au bout de 6 ans j'ai exercé la rédaction en chef de ce journal pendant 6 ans, et qu'après j'avais l'impression de rouler une pierre de Sisyphe, et donc j'en suis parti. Mais je crois que les autres rédacteurs en chef, et jusqu'à maintenant, si vous voulez, le journal a toujours plafonné à un certain nombre d'exemplaires, quelques milliers d'exemplaires. Et pourquoi? Parce qu'il n'était pas promu à la hauteur de son potentiel, et c'est bien dommage, parce que avec un titre pareil, on aurait pu faire de bonnes choses. D'ailleurs, pour noter quand même quelque chose de plus optimiste, je voudrais remarquer que dans le cadre de la crise de la presse écrite aujourd'hui, qui est une crise globale, le fait que ce journal, malgré ses petits moyens et le relatif mépris dont il était entouré dans les cercles anglophones du Jerusalem Post, de direction, malgré cela, il a tenu 28 ans, ce qui est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Eh bien, merci beaucoup Richard Darmon. Il est 8h55, on a vraiment attendu Johanna Afriat. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.